Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous, le chapitre qui s'appelle La psychanalyse est révolutionnaire. Ben oui, messieurs, dames, la psychanalyse est révolutionnaire. Et nous sommes arrivés donc au chapitre 19. Le chapitre 19, et nous continuons la lecture de ce livre de Miguel Oscar Menasa qui s'appelle Neuf conférences à la Havane de 1995. Donc, bienvenue, voilà, nous sommes au rendez-vous comme tous les mardis avec un petit peu de retard, quelques petites difficultés pour la connexion aujourd'hui, n'est-ce pas? Et peut-être que chaque fois les connexions vont se faire de plus en plus difficiles. Non, ne soyons pas pessimistes, Clémence, ne soyons pas pessimistes. Donc pourquoi nous disons que la psychanalyse est révolutionnaire? Nathalie, bonsoir. Pourquoi nous disons, Nathalie, que la révolution, la révolution est psychanalytique? Pourquoi la psychanalyse est révolutionnaire? Pourquoi, Isabelle? Pourquoi la psychanalyse est révolutionnaire? Pourquoi nous disons ça? Sur quoi nous nous basons pour dire que la psychanalyse est révolutionnaire? André, merci pour la fleur. Alors, pourquoi la révolution, encore une fois, est nécessaire? Bonsoir Valérie, bonsoir Michel. Donc, je disais que la psychanalyse est révolutionnaire. Alors, la psychanalyse est révolutionnaire, et bien évidemment, elle est révolutionnaire pour différentes manières de penser. C'est-à-dire que la psychanalyse est révolutionnaire, entre autres, on va commencer, aïe aïe aïe, j'arrive pas à trouver moi. Et entre autres, on dit que la révolution est nécessaire dès aujourd'hui. Et la révolution, Claire, bonsoir, la révolution est nécessaire dès aujourd'hui dans ce monde chaotique qui ressemble plus à un jeu vidéo qu'un monde. Marion, bonsoir. La psychanalyse est révolutionnaire parce que elle nous dit, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses, la psychanalyse. Nous faisons ces directs depuis 2019. Depuis 2019, nous parlons en direct de la psychanalyse. Donc, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à dire. Alors, une chose, je vous rappelle, la psychanalyse vient dire que tout commence aujourd'hui. Que celle, bonsoir Denise et Didier, que celle que j'ai été hier n'existe plus. Que tout est nouveau aujourd'hui. Tout est nouveau maintenant, Marlène. Tout est nouveau maintenant. Que celle que j'ai été hier, que celle que vous avez été hier, n'existe plus. Donc, ça c'est une manière de penser qui, si nous arrivons à nous l'approprier, ben bien évidemment, nous révolutionnons notre propre vie. Nous ne pouvons pas vivre de la même manière en sachant que tout commence aujourd'hui, que je suis nouvelle aujourd'hui, que c'est un nouveau jour, un nouveau direct qui ne devrait pas ressembler aux autres. C'est assez difficile, c'est vrai, mais qui ne devrait pas ressembler aux autres. Bon, alors ce truc-là, il ne marche pas. Donc, nous avions vu l'autre jour, et c'était très intéressant, bonsoir Annie, difficile à vous trouver, j'aime bien quand vous avez des difficultés Annie, mais que vous y arrivez, bravo. Nous avions vu l'autre jour que l'amour existe si nous le faisons. Ça, c'est superbe. L'amour existe si nous le faisons. Sadela. Niama, bonsoir. Si nous ne faisons pas simplement de faire l'amour, c'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas la flèche de Cupidon. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit fabriquer. Que l'amour, c'est une construction. Que c'est direct du mardi à 21h, c'est une construction. Que si on ne fait pas les choses, elles n'existent pas. Ça paraît simple, ça paraît même évident. Mais pourtant, nous ne le mettons pas en pratique. Nous avons ce petit inconvénient, nous ne mettons pas en pratique certaines choses que nous savons, que nous connaissons, et on dit, oui, oui, bah oui, je sais, hein, ça, si je ne le fais pas, ça n'existe pas. Ben, je préfère ne pas le faire. Voilà la réponse, je préfère ne pas le faire, vous vous rendez compte? Bon, donc, c'est-à-dire que
L'intelligence, si on ne la met pas en pratique, elle n'existe pas. La beauté, si elle ne se met pas en pratique, elle n'existe pas. Il n'y a pas une beauté, sauf la beauté grecque, là, de ces statues, non? Mais sinon, elle n'existe pas. La beauté, l'intelligence, tout ça, ça se fait parmi d'autres personnes. Et ça se fabrique. Ça n'existe pas sans les autres. C'est-à-dire que si je ne viens pas parler avec vous tous les mardis à 21 heures, eh ben, je ne sais pas ce que je sais. Je ne me rends pas compte de mon savoir, puisque comme je fais pratiquement de l'improvisation, ici, bon, je prépare un petit peu, hein, je ne viens pas complètement les mains vides, mais disons que c'est un espace d'improvisation. Christine, bonsoir. Mais c'est grâce à vous que et à votre intérêt que ça me permet à moi, qui viens ici tous les mardis à 21 heures, de me rendre compte de ce que je fais. Non, ça ne coupe pas, Olivier. Enfin, que je sache, ça ne coupe pas, mais peut-être, je ne sais pas. Et c'est-à-dire que, on va dire, que moi, si je ne viens pas ici, je n'ai rien dans la tête. Ni vous non plus d'ailleurs. Nous n'avons rien dans la tête. Je n'ai pas un dictionnaire dans la tête ou des connaissances dans la tête. C'est-à-dire que si je ne viens pas ici pour parler, ben tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire mon savoir ne sert à rien. Mon savoir. Il n'y a pas de savoir, il n'existe même pas. C'est pas qu'il ne sert à rien, c'est qu'il n'existe même pas. Non. C'est-à-dire, par contre, ce qui existe, pareil, si je le mets en pratique, c'est le désir. C'est le désir, c'est votre écoute, c'est votre présence, ce sont vos questions qui fabriquent cette rencontre. Pas simplement moi qui viens et qui parle. Hein. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il faut en finir avec l'idée que c'est moi qui ai le désir, que c'est moi qui ai la passion. André, bonsoir. Bonsoir, Madeleine. André, non, qui est la passion. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi j'ai la passion et un autre n'a pas la passion. C'est que nous avons tous la passion parce que nous sommes tous des êtres qui parlent. Et la passion, elle appartient au langage. Donc dès que je me mets à parler, ben, j'anime cette passion, on va dire. Hein. Intéressant, j'anime cette passion. D'ailleurs, petite parenthèse, merci de partager cette vidéo sur vos réseaux car nous sommes trop peu nombreux depuis quelque temps. Donc merci de partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous puissions capter un petit peu plus d'audience. Donc la passion n'appartient à personne. Que la passion, c'est aussi quelque chose qui se fabrique et qui se fabrique avec d'autres. Et une autre chose que Mélassa nous dit dans le livre et qui est très intéressante, il va nous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours fort. Un discours devient fort quand un autre s'affaiblit. C'est-à-dire, si lui, il peut plus qu'elle, c'est qu'elle, elle veut que lui puisse plus qu'elle. Si elle peut plus que lui, c'est parce que lui veut qu'elle puisse plus que lui. Samy, bonsoir. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pactes inconscients qui se font entre les gens et par... Oh, on sonne. Par exemple, celui-là. Non, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre elle et lui pour qu'il y en ait un qui puisse plus que l'autre. Et dans tous les cas, si on parle d'un discours fort, ben, le seul discours fort en fait qui existe, c'est celui de la mère. C'est-à-dire, mais pourquoi le discours fort de la mère? Pourquoi? Parce que le discours de l'enfant n'existe pratiquement pas. Non, le discours de l'enfant est tout petit, il est soumis au discours de la mère, donc c'est pour ça que le discours de la mère est fort. Ça, c'est un discours fort, celui de la mère.
Alors, nous avions vu aussi déjà la fois dernière, mais c'est toujours bien de répéter pour le réarticuler d'une autre façon, c'est que nous avions parlé un petit peu de la mémoire. Et nous avions vu que quand on garde le vécu, non, ce que nous avons vécu aujourd'hui n'existe plus. Hein. Il est 9h10, 9h20 du soir. Ce que nous avons vécu aujourd'hui n'existe plus. Ce que nous avons gardé ou ce que nous gardons du vécu d'aujourd'hui, ben, il y a obligatoirement une perte qui se réalise. C'est-à-dire que dans la manière de mémoriser ce que j'ai vécu aujourd'hui, bien évidemment, je vais perdre, non seulement je vais perdre des éléments, sinon que en mettant l'information dans la mémoire, je vais le mettre dans un autre, comment ça s'appelle, dans un autre tiroir, par exemple, et qui va apparaître complètement déformé. Enfin, complètement non, mais qui va être déformé. Selon les cas, ça peut être plus ou moins déformé. Et quand je veux récupérer ce que j'ai perdu, je peux le récupérer. Mais ce que je récupère, en fait, c'est une trace, ou c'est plutôt une tentative de trace. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours du dimanche de cette semaine, qui était très intéressant. On a vu qu'il y a 3 types de régression. 3 moments, pas 3 types, sinon plutôt 3 moments dans la régression. La régression, c'est ce que nous établissons, c'est ce que nous faisons à un moment donné quand nous dormons. Donc, comme la mobilité n'est pas possible, que nous ne pouvons pas passer à l'action quand nous dormons, ben, il y a une régression dans l'appareil psychique pour halluciner le mouvement. Et en fait, cette hallucination, ben, ce sont des choses aussi qui nous arrivent dans la vie quotidienne, tout en étant réveillés. Et donc, il va dire que l'hallucination, en fait, c'est quand il y a une régression qui arrive plus proche de ce qu'on appelle, on va dire, la trace de perception. C'est-à-dire la trace de perception de ma journée d'aujourd'hui, hein, ma perception de la journée a été gardée comme une trace. Ma journée d'aujourd'hui, le 3 mars 2026, a été gardée dans ma mémoire avec une trace. Si je veux retourner à ce 3 mars 2026, ben je ne peux retourner qu'à la trace. À 3 mars 2026, ça y est, c'est fini, enfin, c'est en train de se terminer. Donc, mais je peux essayer de retourner à la trace. Et dans cette tentative de retourner à la trace, comme j'arrive pratiquement tout près, ben, ce qui se passe, c'est que j'hallucine. Quand je n'arrive pas aussi près, je peux me souvenir. Et quand, simplement, on va dire, il va y avoir régression, c'est-à-dire que ce mécanisme de la régression va participer aussi pour la réflexion. C'est-à-dire que quand on pense, quand on réfléchit, on utilise des éléments qui appartiennent au passé, bien évidemment. Mais c'est les traces du passé. Ce n'est pas le passé. Ce sont les traces du passé. C'est-à-dire que la régression, c'est quelque chose que nous allons utiliser de façon normale dans notre vie quotidienne pour, certaines fois non, quand on va dire l'hallucination, quand on va dire par exemple ah mais tu m'as pas appelé, j'ai cru que tu avais prononcé mon nom. Hein, quand on dit ces genres d'hallucinations qui sont des hallucinations qui peuvent être tout à fait quotidiennes, qui font partie de notre vie quotidienne. Les souvenirs, bien évidemment, que c'est quelque chose qui appartient aussi à notre quotidien, et en plus la réflexion. Bon voilà, un cours très intéressant que vous pouvez encore acquérir. Alors, et pour revenir sur cette idée du rêve, non, parce que le rêve, c'est un point qui est assez intéressant toujours à revoir. Et le point très intéressant dont nous parle Freud dans le rêve, c'est ce nouveau niveau d'objectivité. Le nouveau niveau d'objectivité, c'est que je ne m'intéresse pas au rêve du patient. Je m'intéresse aux rêves que le patient me raconte. Je ne m'intéresse pas à ce que vit le patient.
Je m'intéresse à ce que me dit le patient de ce qu'il a vécu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau niveau d'objectivité. C'est-à-dire que je ne cherche pas la vérité. Je veux cette manifestation du patient qui lui est tout à fait personnelle, cette déformation que lui, il va faire sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a rêvé. C'est-à-dire, comme on parlait l'autre jour en disant ce même événement que nous avons vécu tous ensemble, chacun va le raconter d'une façon différente. Et c'est cette déformation entre ce qui est vécu et ce que le patient va raconter qui va intéresser la psychanalyse. C'est justement le fait qu'il est possible d'avoir cette déformation entre le vécu et le raconté. D'accord? Donc, c'est-à-dire que en psychanalyse, on ne s'intéresse pas à l'objectivité. Donc, quand on dit « Ah ben non, mais tu n'es pas objectif », ben non. Ce n'est pas ce qui intéresse la psychanalyse. Dans d'autres circonstances, bien évidemment, on va réclamer pourquoi pas. Mais en psychanalyse, on ne s'intéresse absolument pas à l'objectivité. On s'intéresse à comment va parler le patient. Hein? Qu'il y a, bien évidemment, l'autre, on parle de l'autre altérité. De l'altérité avec l'autre, avec un grand A, de l'inconscient. C'est ce que nous présente le discours du patient qui nous intéresse. Toujours déformé, ce que nous présente le patient. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui lui est arrivé, le positivisme, on dit, le positivisme s'intéresse. Hein, le positivisme s'intéresse à ce qui est arrivé au patient. Mais la psychanalyse, non. La psychanalyse s'intéresse à ce que va lui dire le patient. Donc vous vous rendez compte de la différence? C'est pour cela que la psychanalyse ne s'occupe pas des faits de la vie du patient, mais de ce que le patient dit de ces faits. C'est-à-dire que nous arrivons dans un autre univers, nous ne pouvons pas interpréter en faisant une lecture des faits de la vie de quelqu'un. Parce que dans ces cas-là, en fait, j'utilise la théorie psychanalytique, mais sans sujet psychique. Parce que si le sujet ne parle pas, il n'y a pas de sujet psychique. Donc j'utilise des faits. En fait, je suis plus sociologue que psychanalyste. Je suis un sociologue qui utilise des instruments psychanalytiques pour faire une lecture de cette vie. Mais ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Non, quand on dit, par exemple, dans je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire ce texte de Freud et d'un journaliste américain, qui ont fait justement, qui ont présenté une étude psychologique du président américain Wilson, de celui qui a signé le traité de Versailles en 1918. Et c'est une étude qui est très intéressante, attention, c'est très intéressante. Mais bien sûr, c'est psychanalytique relativement. Donc il y a des parties théoriques qui sont très intéressantes, mais il n'y a pas de transfert. En plus, non seulement le patient n'a pas parlé, il n'y a pas eu d'association libre, mais en plus il n'y a pas de transfert non plus. Donc ça n'a rien à voir avec la psychanalyse en tant que champ scientifique psychanalytique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce président, c'est très intéressant, le livre est très intéressant, mais il va montrer donc théoriquement, il va montrer surtout comment, en fait, sa structure psychique, comme justement il n'est pas passé par une psychanalyse, en fait, toute sa vie était la même. Et toute sa vie, il a répété la même structure. Toute sa vie, il a eu besoin d'avoir un jeune dans sa vie qu'il puisse aimer comme il aimait son frère. Qu'il a dû avoir une femme qu'il aimait comme il aimait sa mère. Et un autre qui va le trahir. Un homme qu'il va avoir dans sa vie. Et à chaque fois, en fait, il y a les mêmes éléments. Les mêmes éléments psychiques, les mêmes personnages de sa vie. Alors de temps en temps, il y en élimine quelques-uns, puis après, il replace aux mêmes endroits d'autres personnages. Et on voit, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, c'est ce qui arrive d'une certaine façon à tous les êtres humains. Quand ils ne se psychanalysent pas, c'est certain. Parce qu'il n'y a pas la possibilité sans psychanalyse, comme il n'y a pas de possibilité de modifier cette structure, ben obligatoirement, on a tendance à répéter
la même structure qui s'est établie. Et en plus, c'est intéressant parce que, bien évidemment, le président Wilson, on pourrait dire que il montre un petit peu, il fait référence d'une certaine façon à ce qu'on peut avoir dans l'actualité, non? Ce qui peut se passer, ce qui se passe d'une certaine façon dans l'actualité, c'est-à-dire un président qui se retrouve soumis à, euh, soumis à ses désirs, soumis à sa structure psychique, sans même le savoir, sans même le savoir. Alors une autre chose dans le livre que Menassa va nous dire, il nous dit que, par exemple, quand il parle avec les jeunes psychanalystes, il dit que les jeunes psychanalystes ont tendance à confondre. À confondre. Alors on va voir de quoi il parle quand il dit confondre. Il dit par exemple qu'il y a un jeune psychanalyste qui vient le voir et qui lui raconte qu'il parle d'un patient. Il dit que le patient m'a raconté qu'il avait eu une bonne relation avec un tel. Et Menassa lui dit, s'il t'en parle, c'est que la relation n'était pas vraiment très bonne. Parce que s'il te la raconte, c'est pour te proposer que tu la penses, cette relation. Parce que si elle était bonne, et on fait référence aux relations, aux conversations, bonnes conversations qu'on peut avoir, aux relations sexuelles, que si elle était bonne, la relation, il dit, il n'a pas besoin de te la raconter. Et pourquoi il n'a pas besoin de te la raconter? Parce que les bonnes relations ne laissent pas de traces. Les bonnes relations sexuelles disparaissent. Elles ne laissent pas de traces. Ce qui laisse des traces, ce sont les mauvaises relations sexuelles, ou les relations qui sont inconvénientes, ou les relations sexuelles qui ne sont pas complètement des relations sexuelles. Celles-là, oui, elles laissent des traces. Mais la vraie relation sexuelle ne laisse pas de traces. On l'oublie. Non, c'est quelque chose de particulier. Il dit, c'est comme le pas d'une gazelle sur une pierre. Ça ne laisse pas de traces. La même manière que la sexualité, il dit que la sexualité sur l'homme ne laisse pas de traces. C'est intéressant. Je veux dire, pour y penser, pour y réfléchir. On peut dire, mais non, c'est pas vrai, parce que moi, ça ne m'arrive pas. Mais on peut aussi dire, pourquoi il dit ça? Comment on le pense? Non, parce que moi, quand j'ai commencé ma psychanalyse, oui, ma psychanalyse, et ben, j'ai écouté ça, j'ai dit, non, moi, mes relations sexuelles, elles laissent des traces. Non? Que c'était quelque chose, ben non. Et après, et bien évidemment, non, il s'est passé d'autres choses. Donc, euh, et il dit que, bien évidemment, quand dans les relations, il laisse des traces, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, je continue à y penser, que j'y pense encore, par exemple, c'est que ça laisse des traces. Et donc, dans ces cas-là, on peut aller voir ce qui s'est passé, bien évidemment. Hein. Bon, voilà, donc, moi, je fais un petit peu comme dans le livre de Menassa, non? Je passe d'un point à un autre. Et donc, comme nous sommes au mois de mars, et ça correspond aussi dans le livre, il n'est pas au mois de mars, mais disons qu'il va parler de la femme. Comme nous sommes au mois de mars, nous sommes le 3 mars, le 8 mars, c'est le jour de la femme, donc on va dire que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et c'est intéressant, je veux dire, parce que profitons qu'il y a un mois, un jour qui s'appelle le jour de la femme, pour parler d'elle un petit peu, pour essayer de voir un petit peu de qui on parle quand on parle de la femme. Alors, nous allons profiter donc pour en faire référence un petit peu et à la position féminine, qui sont deux choses complètement différentes. Ça aussi, c'est intéressant. Ne confondons pas la femme avec la position féminine. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents dans le sens que la position féminine n'appartient pas à la femme. Elle appartient à l'être humain. Et que ce soit un homme qui utilise cette position féminine ou que ce soit une femme, ce qui est intéressant, c'est que cette position féminine, on va dire, soit utilisée. Et donc la position féminine, qui ne correspond donc ni à la femme ni à l'homme, c'est une position psychique possible de l'humain. L'humain a cette possibilité pour lui d'utiliser cette position psychique.
Et quand on va parler de cette position psychique, c'est que ce qui a été démontré, c'est que cette position psychique féminine, en fait, est celle qui est utilisée pour la création. Et ce que l'histoire nous dit, l'histoire de l'humanité, ce qu'elle nous dit, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, la position féminine a plus facilement été utilisée par les hommes que par les femmes. Car l'homme a écrit plus qu'elle. Il a peint plus qu'elle. Il a fait plus de recherches qu'elle. Il a fait plus de films qu'elle. C'est-à-dire que la position de création, qui se fait en position féminine, a plus été utilisée par l'homme que par la femme. Je continue. C'est très intéressant. C'est-à-dire que l'homme a plus à voir avec l'histoire de l'humanité que la femme. Que l'homme masculin a eu plus à voir avec l'histoire de l'humain que et de l'homme masculin et féminin. La sexualité laisse des traces, en effet. Je ne comprends pas les MST. C'est quoi les MST? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que les MST. Pardon, mais... Donc, on disait que nous savons que nous vivons dans un monde qui a été fait par les hommes. Que les femmes, elles aiment bien être un petit peu derrière, un petit peu cachées. Elles se cachent derrière l'homme. Non? Et que c'est pour ça que on a plus de traces sur, on va dire, sur ce qu'a fait l'homme que sur ce qu'a fait la femme. Mais on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi la femme, elle n'a pas, elle ne se montre pas. Hein. Et Ménassa, il va nous dire que peut-être, en tout cas, ça a été jusqu'ici, maladie sexuellement transmissible. Ah. Mais non, mais bon, quand il y a une maladie, effectivement, on peut dire que c'était une mauvaise sexualité. Mais on ne parle pas de ça, Olivier, on ne parle pas de ça. Donc, on va dire que maladie, avec la femme, c'est une question de domination, non? D'où vient alors le concept de domination de l'homme sur la femme? Les femmes ont-elles été opprimées? Bah oui, Céline, depuis... vous n'avez pas vu le film de la guerre du feu? Enfin, je me rappelle de ça, de ce cinéaste français, non, qui montre que la femme, elle a été utilisée pour satisfaire les besoins des hommes et pour faire des enfants. Donc, elle était utilisée par la force et que l'homme, non, tout au début de la civilisation, l'a utilisée en la dominant et elle a été dominée pendant pas mal de temps. D'ailleurs, c'est seulement à partir du Moyen Âge, au Concile de Trente, où la femme, elle a eu le droit de parler avec Dieu, que la femme, on lui a donné un, le niveau d'être humain. On lui a dit, tiens, on lui a reconnu qu'elle parlait. Rendez-vous compte, on lui a reconnu qu'elle parlait. Donc, oui, elle a été dominée pendant pratiquement toute son histoire. Et aujourd'hui encore. Alors, elle n'est pas dominée partout. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à ne pas se laisser dominer. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est social aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est social. C'est-à-dire que c'est une tendance de la femme à se laisser dominer par les hommes. C'est une tendance de la femme. Mais nous savons depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin ça c'est la date que moi j'ai mise, en disant oui, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, où comme les hommes sont partis à la guerre, ben, ce sont les femmes qui ont remplacé le travail des hommes. Non, j'avais vu un film, là il n'y a pas longtemps, un film français justement d'un, d'un, d'un paysan qui travaillait beaucoup, un agriculteur qui travaillait beaucoup avec sa femme, mais c'est lui qui faisait le gros boulot. Et en fait, quand il est parti à la guerre, ben celle qui a fait le gros boulot, ben c'est elle. Elle a réussi à avoir des ouvriers, à mettre des gens dans l'affaire pour faire. Et quand lui, il est rentré d'une première perme, d'une première permission, en fait, il a halluciné, il était jaloux parce qu'il a dit, ben, en fait, ma femme, elle n'a pas besoin de moi. Non, et que lui, il voulait, c'est pour ça que c'est des pactes. Non, c'est des pactes. La femme a appris à être dominée, ce n'est pas sa constitution. Non, ce n'est pas sa constitution. Être dominée, ce n'est pas une constitution. Non, c'est un fait social.
Non, on va dire que c'est un fait social. Elle a appris à être dominée, je ne sais pas si elle a appris, elle s'est soumise. Non, elle s'est soumise, on va dire, mais elle s'est soumise. Le problème, c'est pas exactement comment s'est fait toute cette histoire c'est la situation actuelle, non? C'est la situation actuelle. Et on va dire que à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où il y a eu une expansion de la femme, il y a un super film aussi que j'ai vu, je crois, avec qui c'était, c'est quelle actrice? Un super film justement d'une femme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je me rappelle plus le nom. Elle s'est soumise pour survivre. Non, 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 Céline. Non, 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 c'est pas question de qu'elle s'est soumise pour survivre. Aujourd'hui, les femmes continuent à se soumettre aux hommes et c'est pas pour survivre. Non, mais il y a des femmes qui se vendent pour une assiette de lentilles, comme disait Ménassa. C'est-à-dire, elles préfèrent se faire maintenir et elles sont maintenues et elles obéissent au mari, elles sont dominées par leur mari, mais leur mari leur donne un petit peu à manger. Hein. Carl Jung évoque l'anima et l'animus en chacun de nous. L'homme et femme doit équilibrer ces deux parties pour être autonome. Si, mais Jung, il était pas très inconscient. Jung était très conscient. Il n'était pas très, il a rejeté d'une certaine façon, l'inconscient. C'est lui qui parlait d'un inconscient collectif. Mais l'inconscient n'est pas collectif. L'inconscient est L'inconscient est personnel, non? L'inconscient est de chaque individu, même si nous vivons tous en groupe. Mais elles font l'économie du travail. Exactement ça c'est correct, Céline. Elles font l'économie du travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas travailler et être maintenues par un homme. C'est-à-dire qu'elles ont une très mauvaise opinion du travail et qu'elles préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre qui travaille. C'est un petit peu aussi comme continuer à être une petite fille. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler. Moi, je pense que on va essayer de parler bien, surtout aujourd'hui où en fait il y a une grande expansion justement de la femme dans la société qui est en train de bouillir de partout. D'ailleurs, il y a certaines lectures qui disent que c'est pour ça peut-être que les guerres reviennent avec autant d'effusion pour remettre les femmes dans les foyers, pour que les femmes retournent dans les foyers, c'est-à-dire qu'elles abandonnent leur activité professionnelle. Hein. C'est-à-dire que c'est contre. L'inconscient ne peut pas être individuel et collectif dans une autre mesure. Non, l'inconscient est qu'individuel, Isabelle. Donc, mais individuel, ça n'existe pas non plus. Mais c'est pas collectif. Il n'y a pas d'individu. Ça, c'est. Il faut lire le moi et le ça. Non, pas le moi et le ça. Il faut lire je me rappelle plus le texte de la Société des masses. Et Freud, il explique très bien, non? Comment chacun, en fait, chacun, nous sommes une collectivité en nous, puisque nous avons le moi, le surmoi, le ça, la réalité objective. Nous sommes, nous, une collectivité. On dit aussi que nous sommes un groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'instances en nous, non, qui doivent apprendre à s'organiser, à s'organiser. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, la femme, par exemple, dans la poésie, ben, il existe aujourd'hui plus de femmes qui écrivent de poésie que d'hommes. Non. Gustave Le Bon, le psychologue des foules. Mais Gustave Le Bon, donc, c'est celui que Freud va critiquer. Non, lui, c'est un sociologue qui va expliquer d'une façon très intelligente et très complexe, non, toute la situation, mais Freud, il va faire une lecture qui va au-delà. Il y a un regain de masculinisme, effectivement. Non, moi, j'ai pas l'impression, Nathalie. Moi, j'ai pas l'impression, au contraire. Aujourd'hui, avec ce féminisme un petit peu n'importe comment, on va dire, il y a un problème, justement, où aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de masculinisme. Dans le sens où aujourd'hui, il y a une tendance à... Non, il y a une tendance à ce que les hommes se soient féminisés et que... mais c'est pas pour ça que la femme... Parce que ce qui nous intéresse, c'est que la femme puisse occuper cette position féminine. Mais attendez, je vais vous montrer un petit peu
ce que dit Menassa sur la situation. Donc il dit qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a de plus en plus de femmes qui aiment leur travail, qui vont travailler, qui ont une implication dans le social, qui veulent faire des choses, qui ont des situations où ils vont créer, qu'ils vont avoir. Le souci, c'est que l'on ignore en réalité la mesure réelle des femmes créatrices dans le passé. La diffusion leur était inaccessible, ça c'est vrai. Mais de toute façon, il y en a eu beaucoup moins que les hommes. Parce que sinon, on n'arriverait pas à les faire taire. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à éliminer cette diffusion des actions des femmes dans le passé. C'était des véritables héroïnes, non? Mais disons qu'aujourd'hui, vous voyez, où nous sommes beaucoup plus nombreuses, on va dire, à avoir non, des activités sociales, à participer à cette construction sociale beaucoup plus qu'avant, non? Et c'est-à-dire que aujourd'hui, si on parle de la poésie, ben, il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent de poésie, je répète, que d'hommes. Et ça, ce que ça veut dire, on pourrait penser, parce que Ménassa, où il faisait la référence aussi en disant que les révolutions, les idées de révolution qui ont existé dans le siècle passé, qui ont tout échoué en fait, il dit celle qui ne s'est pas encore mise en place, c'est la révolution de la femme. Pas la révolution féminine, la révolution de la femme. Mais pour que la femme puisse faire sa révolution, elle a besoin d'engendrer, on va dire, d'engendrer ses poètes, parce qu'il n'y a pas de révolution sans poète. Et ce n'est pas une chose romantique, sinon que la poésie, c'est celle qui est toujours en première ligne. S'il n'y a pas des vers sur lesquels, non, si exactement, Olivier, s'il n'y a pas des vers sur lesquels grandir, ben, en fait, on ne peut pas. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui écrivent et il y a des femmes qui ont une poésie très forte, très sociale, très sociale, et qu'on on peut penser que ça va être la base pour la révolution que la société, d'une certaine façon, attend, qui est la révolution des femmes. On ne sait pas si elle va être bien, cette révolution, mais disons que c'est la révolution qu'on attend encore. Non? Puisque, et on attend aussi, c'est les poètes. Ce sont les enfants qui pâtissent de ne plus avoir le repère maternel pour se construire. Mais ce n'est pas le repère maternel. Le problème, c'est le repère familial. Pourquoi le repère maternel? Parce que ma maman va travailler, il n'a plus de repère maternel. Non, quand justement les enfants, ils ont vu que leur maman travaillait, bah ça produit des travailleurs. Ça produit des travailleurs. Donc, bah, mais il y a pas de remède comme ça, il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas, si maman travaille, elle aura des enfants qui travaillent. Non, mais je veux dire qu'on ne peut pas penser qu'une femme qui va travailler, non, que c'est quelqu'un qui ne va pas jouer son rôle de mère correctement. Ça n'est pas vrai. Non? Regardez par exemple Marie Curie. Marie Curie qui adorait son travail, qui était très enthousiaste avec son travail. Non seulement elle a gagné 2 prix Nobel, mais qu'en plus sa fille, dont on l'a critiqué qu'elle n'avait pas été bonne maman, parce que ceci, sa fille aussi a gagné un prix Nobel. Alors je ne sais pas. Moi je pense que si on a réussi à gagner un prix Nobel, c'est pas si mal que ça, non? Donc, on ne peut pas y avoir de révolution sans poète, hein. Et les investigations les plus modernes démontrent que c'est la position féminine qui écrit. Et pour terminer, on va dire que pourquoi la position féminine est plus difficile pour la femme? Elle n'est pas plus difficile, mais parfois, elle, la femme, elle décide de ne pas la prendre, cette position. Et pourquoi elle ne veut pas la prendre? Alors ça, ce sont des spéculations, mais on peut le dire quand même. On va dire parce que si elle prend cette position, ben elle va d'une certaine manière donner une clé à l'homme. La femme est différente de l'homme. Et l'homme, il ne comprend pas la femme. Et donc, si elle montre un petit peu comment elle fonctionne, ben elle va lui donner des clés à l'homme, hein, que pour ces milliers d'années de domination, elle ne veut pas donner.
Elle ne veut pas montrer, elle ne veut pas lui expliquer, parce que d'une certaine manière, elle doit se venger. Et il y a une tendance chez la femme, et regardez-vous toutes, à vouloir se venger des hommes, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. C'est suffisant. Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la femme qui doit mettre en marche toutes ses possibilités, on va dire, qui doit pouvoir, euh, qui doit pouvoir éclore, je dirais, éclore. C'est à elle de mettre en marche tout ça. C'est à elle, avec l'aide des hommes, bien évidemment. Et il y a beaucoup d'hommes qui seront ravis, qui seront ravis. Je ne sais plus quel est l'auteur qui disait que après la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie, c'était la lutte entre la femme et l'homme. Comme si la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie cachait cette véritable lutte qui existe en l'humanité entre qui? Les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Non, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance toujours de nombreux hommes à vouloir ridiculiser la femme quand elle a des prétentions qu'ils considèrent démesurées, alors que la femme, elle a un désir très grand, un désir très grand. Donc, et qu'aujourd'hui, elle a pratiquement, pratiquement, pas partout bien évidemment, mais pratiquement autant de droits que les hommes. Donc, mais elle ne les utilise pas, tous ces droits. Elle ne les utilise pas. Il y en a encore beaucoup de femmes qui se cachent. Mais ce n'est pas pour que toutes les femmes sortent de leur cachette, comme on ne peut pas prétendre, sinon que chacun d'entre nous de se rendre compte de ce que, chacun d'entre nous, ce que nous pouvons apporter, mettre notre grain de sel dans l'histoire. Hein. On dit que Menaça disait qu'une femme, à partir de 50 ans, elle ambitionne l'histoire. Elle n'a plus besoin de travailler pour la maternité et elle peut ambitionner l'histoire. Voilà pour vous, mesdames. Alors, merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et on continue mardi prochain à la même heure et nous serons arrivés au chapitre numéro 20. Merci à vous et à la prochaine fois. Au revoir, bonne soirée.